aujourd'hui sur la route du pain. Et je peux vous dire que cette route, elle est merveilleuse. C'est peut-être finalement l'aliment le plus consommé en France. En tout cas, chez nous, il n'y a pas un repas qui se passe sans pain. Enfin, chez moi. Allez, on va parcourir ensemble de très belles régions à la découverte d'artisans boulangers, de meuniers, toujours passionnés. Mais aussi, on va découvrir des recettes ancestrales, originales, qui ont en commun de sublimer le pain et de nous permettre de ne jamais jeter un quignon. Ça, c'est très important. Alors, notre voyage nous emmènera dans le Libournais, à la rencontre d'un boulanger qui pétrit un pain hors norme. Il est magnifique ton pain. Oh là là, comment il s'appelle? Tu lui as donné un nom? C'est une cliente qui l'a baptisé ce pain, ça s'appelle le truc. Parce que quand elle est arrivée, elle a dit c'est quoi ce truc? Puis dans le nord, on verra que le pain là-bas est l'ingrédient principal d'un pudding dont l'origine remonte aux invasions anglaises. C'est les vapeurs du rhum. C'est étrange comme recette quand même. Tu vois, c'est pas courant quoi. Il y a un code des chamanies. Nous ferons étape ensuite en Ardèche, où des boulangers ont fait du pain un formidable vecteur de lien social. Puis dans l'Aude, où un paysan boulanger a mis bout à bout tous les maillons d'une chaîne de production vertueuse, allant du grain au pain, en se passionnant pour les variétés anciennes du blé. Là, on est 8000 ans en arrière. C'est-à-dire avec du blé qui poussait il y a 8000 ans? Oui, à peu près. Voilà, ça, c'est le premier blé que l'homme domestique au néolithique supérieur, il y a 10 000 ans. C'est ça, Voilà. d'accord. Et si le pain est parfois controversé, dû à son gluten, cela n'empêche pas certains chefs de le remettre au centre de l'assiette en défendant ses vertus nutritionnelles. Récapitulons, nous nous rendrons sur la côte d'Iroise pour travailler la farine de blé noir, puis remonterons dans le nord, près de Boulogne-sur-Mer, pour cuisiner. À Paris, nous rencontrerons de talentueux chefs et boulangers avant de traverser le pays et de suivre en Ardèche le parcours d'une boulangerie itinérante. Nous descendrons jusqu'à la frontière pyrénéenne pour retrouver le pain des origines. Et dans le Périgord noir, nous réaliserons une recette du Moyen-Âge. Mais pour commencer, direction le Libournais, où je vais retrouver un ami boulanger, Sylvain, qui m'a donné rendez-vous au Moulin de Calon. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vide. Cet autodidacte de la boulangerie, qui a été tour à tour maçon ou arboriculteur, a mis au point une méthode de panification à la main et quasi sans pétrissage pour réaliser un pain qui lui ressemble, un peu bohème et très atypique. Oh non, tout le moulin de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait Salut si- Sylvain. Bonjour Julie. Tu voulais me montrer ta nouvelle maison? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est des moulins qui appartiennent à un ami. Mais des moulins à grains? À grains, ouais, c'est ça. Avant, il y avait beaucoup de culture de blé. Donc ils ont fait des moulins sur un point culminant en fait de la région pour pouvoir avoir un maximum de vent. Ils datent à peu près de quelle époque ces moulins? Ils ont à peu près 300 ans. Ah oui, quand même, mais ils ont été très très bien conservés. Hein. Ouais. On peut visiter à l'intérieur? Ouais. Je t'ai préparé une petite surprise en Non, on va pouvoir faire du pain dans le moulin, c'est génial. plus. C'est ça. Donc là, c'est une farine. Alors moi, tout ce que je connais, c'est type 45, 55, 65. Donc j'ai c'est compris une- que plus le numéro était grand, plus la mouture était importante, épaisse. Voilà. D'accord. Là, c'est une farine de type 60 et de type tradition française. Ça veut dire quoi ça? Sans additifs. Donc ça, c'est vraiment un label à suivre. Tradition française. Une appellation apparue en 1993 par décret afin de garantir la composition naturelle de la farine et la fabrication strictement artisanale du pain. Et alors, T'as de la dis-moi, de la farine, farine. de l'eau, Ouais. du sel et de la levure, D'accord, c'est tout. tout simplement. Comme autrefois. Exactement. Alors donc là, on va mettre le sel en premier. On met le sel. Pour 1 kg de farine, il faut compter 16 g de sel, puis nous ajoutons 700 g d'eau. Donc après, tu mélanges. Tu mélanges. Donc pour l'instant, t'as pas mis la levure, normal. Hein. Non, il va falloir attendre que le sel soit dissous dans l'eau. Donc en fait, après, tu rabats et là, D'accord. tu vas commencer à pousser avec la paume pour pouvoir écraser tous les Ça petits commence à grumeaux. être un peu homogène, quoi, c'est ça? Voilà. Alors on va rajouter la levure. La levure désigne des micro-organismes, sortes de champignons, capables de provoquer la fermentation, c'est-à-dire de faire lever la pâte à pain. Donc tu la mets dans ta main. Ah, comme ça, tu la dissous pas? Non, Et là, tu mets quelle quantité? Moi, je veux tout savoir, hein, je veux refaire la recette. je mets 5 grammes de levure par kilo de farine. Ah oui, c'est peu, hein? Très peu, ouais. Ah oui, oui, effectivement. Bah, j'ai ça en mémoire vaguement, mais il me semble que la plupart des boulangers en utilisent plus. La moyenne, c'est entre 18 et 25. Ah oui? Donc là, on va la laisser se reposer parce qu'on n'a pas pétri, on a mélangé là simplement. Bah ouais. Repos une demi-heure. Le temps d'aller voir l'un des 4 moulins voisins qui n'a pas encore été remis en activité. Mais cela ne saurait tarder. Alors là, vous travaillez à quoi? Vous êtes en pleine rénovation. Restauration, voilà.
Entretien, restauration, mais pas que, puisqu'on va mettre les ailes du moulin en place. Nous, on est alpinistes du bâtiment, on fait tout à partir du moment où c'est haut. Allez, c'est parti. Tu t'occupes de Julie? Mais je la prends en charge. Bon, c'est parfait. Tu vas peut-être Merci. me retrouver chez toi, envoyé par une aile du moulin. Bon bah donc, c'est parti les gars. Mais c'est parti. Ni une ni deux, trop curieuse de voir le paysage à 20 mètres de hauteur, je n'hésite pas à gravir le moulin. Ah oui, c'est-à-dire que là, je suis au point culminant du point culminant. Exactement. Voilà, ça y est. Voilà. Ah, c'est beau. C'est magnifique. La vue sur les vignes est remarquable, mais je remets les pieds sur la terre ferme et les mains dans le pétrin. Il s'est détendu, on avait une boule tout à l'heure, ça s'est détendu et ça a pris du volume. Tu vois, on voit les bulles Ah oui, c'est qui vrai. commencent à se former. Mhm. Et donc si on prend comme ça, Ça, c'est l'action de la levure. tu vois, et là on commence à avoir une pâte qui se structure, tu vois, tout doucement. Tu vois. Donc la structure, c'est ce côté un peu élastique finalement. C'est le gluten qui s'assemble. Ah, Donc pendant le d'accord. repos, C'est ce que tu appelles la force aussi. Voilà. Donc là, on remalaxe simplement la pâte. On va juste lui redonner un peu de force. On la pétrit pas. On pétrit jamais. Moi, je En le fait, tu pétris pas. pétris- L'image du boulanger avec son pétrin qui pétrit sa pâte, Ouais. ça n'existe pas chez toi. Pas chez moi, non. On met un peu de farine. Donc là, tu décolles les bords. Elle est pas mal ma pâte, non? Oui, pas mal. Allez. Comme ça, et d'un coup, hein. Voilà. Non, Et moi, ça tombe la pas? décolles Ah oui, là. je l'aide. Et là, voilà. D'accord. C'est pour ça qu'on met un peu de farine pour éviter que ça colle trop Oui, à la je table comprends. après. Et tu ramènes comme ça. D'accord. Ok. C'est très agréable à manipuler, hein, la pâte à pain. On sent vraiment que c'est vivant. Ramène-la en boule. En boule. Tu la ramènes, tu fais un pli. Comme ça. Voilà. D'accord. Et après, tu la prends. Ouais. Ton pli est fait, ramène bien le pli sur toi. Et hop, tu la ramènes là. D'accord. Attends, parce que toi, t'as quand même des plus grandes mains, t'as plus l'habitude. Plus l'habitude, oui. La grandeur des mains, il y a un peu de farine. Un peu de farine. D'accord. Et là, il faut que je la soulève à nouveau. Voilà. Là, c'est parfait. Touche plus rien. C'est le blob. C'est parfait. D'accord. Donc, on va la décoller, on va la remettre dans son bac. D'accord. On va Ah la bon? faire reposer une demi-heure. Ah d'accord. Donc on lui donne un peu comme un feuilletage, des tours, C'est et ça. on la remet pour lui donner de la force. Tu vas prendre des forces, ma petite. Alors attention, attention. Hop, je l'ai eu. Parfait. Je l'ai eu en entier. Bon alors là, ça veut dire qu'après les 2 repos là d'une demi-heure, ça suffit, tu peux cuire ton pain. Ah non, non. C'est là où est toute la finesse du travail. On va laisser reposer la pâte minimum 10 heures et on peut la laisser reposer jusqu'à 48 heures. Je me disais bien. Et plus elle va se reposer, plus les arômes vont se développer. Un repos prolongé à 4 degrés et sous haute surveillance dans l'atelier qui explique le peu de quantité de levure utilisée par Sylvain et qui donnera un pain plus digeste. Le lendemain, je le retrouve avec sa bande de copains. Je vais enfin pouvoir goûter le pain que nous avons préparé et j'ai hâte de voir le résultat. Oh là là, on a fait tout ça, nous? J'ai assemblé les 2 pâtes qu'on avait fait ensemble. Il était à peu près à ce niveau-là. En fait, voilà. Ça faisait à peu près ça. Bah dis donc, si on doit mesurer la générosité à la taille du pain, c'est que je suis tombée sur le bon, hein. Il est magnifique ton pain. Oh là là, comment il s'appelle? Tu lui as donné un nom? C'est une cliente qui l'a baptisé ce pain, ça s'appelle le truc. Le truc. Pourquoi le truc? Bah, parce que quand elle est arrivée, elle a dit c'est quoi ce truc? J'avais pas baptisé ce pain entre guillemets. Je dis ça C'est un me plaît truc. bien. Et puis ça plaît bien aux clients parce que ça s'oublie pas en fait le truc. Si vous voulez goûter le truc de Sylvain, puisque c'est le nom du pain de Sylvain, que nous avons fait, dont nous avons fait la pâte d'ailleurs, au moulin de Calon. Ah oui? Oui. D'accord. Et tu sais que c'est la première fois de ma vie que je mange un pain que j'ai fait de mes blanches mains quand même. Hein. Voilà. Sans machine à pain et Sans autres. machine, juste mélanger. Une mie moelleuse et parfumée, une croûte parfaitement dorée, c'est sûr, Sylvain a un truc en plus. Je me familiarise déjà avec l'élaboration du pain et ce n'est que le début du voyage. So you told all the boys that you were gonna take me out. Even Allez, c'est reparti. Mais pour une fois, on ne va pas très loin. On reste dans la région du sud-ouest, direction le Périgord noir. Et c'est dans un jardin que j'ai rendez-vous, les jardins du manoir d'Érignac. On va cuisiner là-bas une mique. C'est une recette ancestrale, traditionnelle bien sûr, qui a quasiment disparu. Il s'agit en fait d'une boule de pain levée, pochée dans un bouillon et qui accompagne traditionnellement le confit de canard ou le confit d'oie. Les origines de ce plat remontent très loin au Moyen-Âge et ça reste l'une des plus anciennes spécialités culinaires du Périgord. oh,
Mais avant d'y rencontrer Yvette, notre cuisinière, je retrouve Capucine, la propriétaire des lieux, qui cueille pour nous quelques légumes de son potager. Je vois des belles bassines. Bonjour, vous êtes Yvette alors? Oui, c'est ça. Voilà. Bonjour Yvette, je vous sers le poignet comme les chefs. Oui, d'accord. Alors nous, Yvette, on a rapporté des légumes pour faire la mique, c'est ça? C'est Oui, comme ça pour que ça faire le s'appelle? bouillon, on va cuire la mique. Et la D'accord. mique, c'est un plat traditionnel périgourdin? Ah oui, oui, oui. Et ancien, hein. C'est vrai? Je C'est l'ai ce que vu. faisaient vos parents déjà? Ma grand-mère même déjà. Grand-mère. Alors, on va peut-être le poser là, comme ça on va Voilà, commencer je vais à vous les, laisser, voilà. les travailler. Eh bien alors, on se retrouve tout à l'heure Avec- pour le repas. Mais avec joie. On va Alors, mettre moi, la je vais carcasse. m'occuper peut-être des légumes du coup. Oui, si vous voulez. Les petits poireaux là. Voilà. Yvette met la carcasse d'oie dans un bouillon composé de carottes, de poireaux et d'oignons. Et le chou. Ah, bah voilà Voilà, ce chou. qui manque. Il est là. Regardez nos belles feuilles de chou. Voilà. Il faut attendre une bonne heure pour que les légumes et la carcasse d'oie expriment leur saveur et parfument le bouillon. Pendant ce temps, nous nous lançons dans la préparation de la mique. Alors qu'est-ce que tu as là-dedans? Du lard. Du lard gras. Oui. On va couper à petits morceaux qu'on va faire fondre et ça servira pour mettre Enrichir, dans la mique. Voilà, parce qu'autrefois, ils ne mettaient pas de beurre. Hein. Et alors après, tu vas rajouter ce pain rassis là, c'est Couper ça? à morceaux, oui, tout à l'heure. Couper en Mais morceaux. on va commencer par faire fondre le lard Dans la casserole? dans la poêle. Dans une petite poêle. Je vais te là-bas. chercher une poêle. Le dernier placard là-bas, le dernier tiroir. D'accord. Où il y a le linge blanc. Pour 8, Allez, il y a c'est- quoi? Il y a 150, 200 grammes, c'est ça à peu près? peut-être. Hein. D'accord. Voilà, c'est bon pour le lard. On va couper le pain. Ouais, c'est du pain rassis là. Hein. Ouais, mais c'est vrai, tu sais, en France, finalement, on ne sait jamais comment utiliser le pain rassis. À part le pain perdu, il y a très peu de recettes de Ouais. pain. Voilà. Voilà. Les lardons sont fondus. Ça y on va est. casser les œufs. Et là, ben, on va touiller avec une fourchette. Donc en fait, ta mique, c'est une sorte de grosse boule, c'est ça, hein? Oui, comme une brioche. D'accord. Oui. Et qui cuit dans le bouillon. Ah, d'accord. C'est quand même assez bourratif. Hein. Ça cale. Ah ben, c'était le but autrefois. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, alors on va mettre les croutons. Voilà. Oh, dis donc, tu as vu comme c'est jaune, ça, c'est vraiment la preuve que c'est des œufs de ferme, hein, Oui. des œufs directs du poulailler, Je vais mettre mes lardons des petits lardons. avec la graisse qu'ils ont rendue. Et tu mettrais pas des vrais lardons avec de la viande? Non, il faut que ce soit du gras. Autrefois, il y avait que du gras. Là, c'est vraiment comme faisait mémé. Mémé. Voilà. La mique à mémé. Voilà, avec la poêle. Et là, on va ajouter un petit peu de bouillon. D'accord. Ah, le bouillon de la Oui. carcasse d'oie, là. Voilà. On touille toujours. Oui. Là, tu vas me dire que tu n'as aucune idée de la quantité que tu mets. Non, elle évidemment. faisait tout au pif, moi aussi. Abisto des nas. Donc, il faut que tu obtiennes un mélange un peu épais quand même. Hein. Oui, avant d'ajouter Comme la une levure. sorte de pâte à pain, un peu plus liquide qu'une pâte à pain, c'est ça? Ah, plus épaisse quand même. Hein. Ah bon? Oui, là, elle va être plus dure. Après, on va la... Ah, après Ah alors, oui, parce oui, que là, oui. pour C'est l'instant, pas c'est fini encore encore, assez là, hein. humide. Tu mets un sachet de levure. Plus. Deux, On oula. met deux, oui, oui. Ah bon? Ça va gonfler. Ça doit gonfler. C'est entre le soufflé, l'omelette, Voilà. le C'est la pain, c'est la mique. Alors là, c'est une vraie découverte. Attends, mais 3? 24 Non, parce mais que c'est Monique, pour faut lui. s'arrêter. Mais ça a du goût, la levure, quand même. Ça va pas être un peu Non. aigre, non? Puis on va ajouter d'autres farines encore. Hein. Ah bon? Ah oui, Ah alors oui, là, je oui, comprends oui. mieux. Mais il vaut pas mieux que j'y aille avec les doigts, là? Maintenant, si. Ah bah ouais, maintenant que c'est quand même un peu plus épais. Voilà. Encore, ça n'est pas assez. Voilà. Ah oui, je comprends mieux les 4 sachets de levure. alors. Voilà. Hein. Ça faisait peur au début. Bon, c'est parfait. C'est bien. bien, là? Très bien. Voilà. Alors, on attend 10 minutes. Ah, il faut que pendant 10 minutes, il faut que ça lève un peu. Un petit peu. D'accord. Nous plongeons maintenant les miques dans le bouillon et nous veillons sur leur cuisson durant 45 minutes à ébullition. Pour réaliser la mique d'Yvette, nous aurons besoin pour le bouillon d'une belle carcasse d'oie ou d'un petit salé, de 4 carottes et 2 poireaux, d'environ 8 feuilles de chou et d'un gros oignon piqué de clous de girofle. Pour la mique, 3 belles tranches de pain de campagne rassis, 7 gros œufs, environ 1 kg de farine, 4 sachets de levure chimique, 150 g de lard gras coupé en petits dés. Je fais la réception de la mique. C'est lourd, hein? Oh là, alors là, il y a de quoi nourrir une bonne famille périgourdine. Alors, je vais en
Aussitôt prêt, ce plat de pays est savouré par la grande tablée du manoir. Les mix sont accompagnés de l'incontournable confit d'oie de la région. À l'image de cette dernière, ce plat est vraiment riche et généreux. Merci. C'est délicieux. Tu sais, c'est entre la polenta, un petit peu, ça me rappelle. C'est vrai, un petit peu. Et oui, une sorte de pain perdu, mais salé. Délicieux, super. Mais je dois quitter ce lieu enchanteur et poursuivre mon périple à la découverte d'autres recettes et d'autres pains. On va maintenant s'intéresser à l'histoire de la baguette. Chaque année dans l'Hexagone, savez-vous que près de 10 milliards de baguettes sont vendues? Ça fait quand même 320 baguettes consommées à chaque seconde. Et si elle trône sur les tables du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner, eh bien la baguette est néanmoins une création relativement récente. Alors j'ai choisi de faire appel au plus français des Américains, Stephen Kaplan, une sorte de sommelier, mais pour le pain. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un nom approprié. C'est dans une boulangerie qu'il affectionne que nous retrouvons Stephen Kaplan. Cet Américain né à Brooklyn est devenu le grand spécialiste du pain français. Ce n'était pourtant pas gagné. J'ai été nourri sur un pain absolument répugnant, un pain blanc industriel, et rien ne m'a destiné à me consacrer à l'histoire de la filière blé, farine, pain. C'est lors d'un séjour à Paris que le jeune étudiant tombe amoureux de la France et de l'un de ses symboles gastronomiques, la baguette. Il se lance dans une thèse sur le sujet, car curieusement, personne n'en avait jamais retracé l'histoire. La baguette, c'est un accident historique, si vous voulez. La baguette émerge au XXe siècle pour plusieurs raisons. D'une part, il y a l'embourgeoisement de la population, il y a une prospérité qui est croissante, et il y avait des gens qui voulaient de plus en plus de pain frais, plusieurs fois par jour, donc un pain d'une taille qui était plus petite. Une baguette dont la qualité s'est détériorée progressivement depuis les années 60, selon lui. Je dis avec beaucoup de lamentation, beaucoup de tristesse, que 75% des baguettes vendues aujourd'hui, c'est la baguette de consommation courante, la baguette blanche. Elle est délavée, elle est déformée, elle est dénaturée, elle est insipide. Ce fin connaisseur œuvre pour la défense et le retour de la qualité. À la recherche du pain perdu, Stephen a même conçu une grille d'appréciation du pain reposant sur 6 critères afin d'évaluer ses qualités sensorielles et organoleptiques. Pour distinguer un bon pain, d'abord, il y a le regard. Il faut que ça soit séduisant, une jolie ligne. Il faut que la couleur soit un peu ébène pour moi, un peu terre de sienne. Il faut que ça soit craquant. Vous entendez la chanson. Il faut que ça soit au tambour résonnant. Et puis, il faut que j'ouvre. Vous sortez votre couteau, évidemment. Dans l'avion, c'est un peu petit problème. Verticalement, pour éviter de lacérer la structure de la mie. Et on va voir donc cette mie qui est nacrée de couleur. On veut avoir des cavités, les lieux de mémoire de la fermentation, des cavités de tailles différentes qui sont sauvagement inscrites dans la chair. Il y a abricot sec, il y a verveine, c'est un peu amandé. Cette baguette tradition remplit tous les critères visuels et olfactifs. Mais il faut maintenant la goûter. Caramélisé, torréfié, un peu sucré, avec une tension sel-sucre, excellent. C'est délicieux. C'est vraiment un pain exceptionnel. Ce n'est pas un objet secondaire, c'est un objet gastronomique en soi. On est bien d'accord. Merci Stephen, je saurai maintenant choisir les baguettes comme une pro, au nez et à l'œil. Allez, on se retrouve sur la route, cette fois-ci dans le Nord-Pas-de-Calais, pour découvrir une autre recette ancestrale, mais originale, le pudding. C'est le dessert préféré des Anglais, mais ils sont loin d'être les seuls d'ailleurs à raffoler ce gâteau qui mélange, vous allez le voir, beaucoup d'ingrédients.
Direction la ferme de la Belle Dalle, à quelques encablures de Boulogne-sur-Mer, où l'on adore faire le fameux pudding. D'ailleurs, c'est un dessert que l'on réserve aux grandes occasions, ou notamment aux fêtes de Noël. Je retrouve Martine et son fils, deux nordistes pur Malte, avec lesquels je dois préparer cette recette qui rappelle la longue présence des Anglais sur ces terres. Maman, Bonjour Martine. Bonjour. je te présente Julie qui est venue te donner un coup de main pour la recette. Ouais. Et alors ce pudding, vous le préparez à quelle occasion? Est-ce que c'est le Christmas pudding? Bien sûr, parce que c'est pour Noël. Ce qui change, c'est les recettes familiales, quoi. Tout le monde y va de son petit grain de sel en plus. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais la recette avec nous ou pas? Moi, je vais repartir travailler, mais je viendrai avec vous si vous voulez. Je le flamblerai avec On vous. t'appelle pour mettre le feu. Voilà, tout à D'accord, fait. on a compris. Bon, alors On commence par tailler le pain. Bon, donc je prends des pains ronds parce que on a plus plus facile à de tailler. mie, voilà. Ah, tu ne gardes que la mie, c'est ça? Que la Donc, il faut mie. prendre un pain de campagne assez traditionnel. Voilà. Martine émiette 250 g de mie de pain avant d'y ajouter une pincée de sel, 250 g de farine et la même quantité de vergeoise, ce sucre de betterave caramélisé typique de la région. Je vais prendre un zeste de citron. Ouais. Et moi, tu veux que je rajoute les fruits confits, là? Ouais, oui. Enfin, les fruits séchés, en l'occurrence. Non, les fruits confits Ah, d'abord. d'abord confits, d'accord. Alors ça, c'est quoi? Ce sont différents fruits confits que tu as Voilà, taillés en qu'on dés. a coupé, voilà. On met les fruits qu'on Alors j'ai aime. mis ma mère dans le coup, c'est elle qui a coupé. Ah oui? Oui, c'est elle gentil, qui le ça. fait pour. Ah oui, c'est voilà. une recette que vous faites encore en famille? Ah oui, tout à fait. Mais alors, dis-moi, les raisins, ils sont trempés, là? Alors les raisins, ils ont trempé, ça fait depuis 24 heures qu'ils sont dans le rhum, Ah oui, c'est ça. carrément. Ah oui, et puis Oui, ça a pris un bon bain, hein? Oui, oui. On met tout même le On rhum. met hein. tout, même le rhum. En fait, je crois que ce gâteau, c'est un prétexte à boire du rhum. Pour faciliter le mélange un peu compact, Martine y rajoute une dose de lait avant d'incorporer l'élément essentiel du goût, le gras de rognon de veau. Faut goûter? Ouais, c'est va doux, hein? Ça sent pas le... Tu C'est vois, pour par ça, exemple, le c'est gras de plus- cochon, c'est plus fort, mais... Oui, voilà. C'est sans doute plus fort en version bœuf, t'as raison. Voilà. Donc, gras de rognon de veau, une découverte. Désormais, je ferai toutes mes tartes aux pommes avec du gras de rognon de veau. Martine ajoute ensuite 7 œufs, incorporés un à un, et le jus d'un citron. Pour terminer notre préparation, on ajoute de la cannelle, de la noix de muscade et du 4 épices. Reste maintenant à beurrer notre saladier dans lequel cuira notre pudding. La cuisson se fait au bain-marie après avoir scellé notre saladier avec une feuille d'aluminium. Faut bien serré, c'est comme le rôti. Voilà. Alors, je vais le déposer dans l'eau, sans me brûler les doigts. Et là, je ferme. Donc, il faut bien calculer la taille de son saladier par rapport à la taille de sa cocotte. Voilà. Bien vu, Martine. Il faut ensuite laisser mijoter 5 heures, sans oublier de rajouter régulièrement de l'eau qui s'évapore. Donc, en fait, c'est un dessert qu'on fait avec de la graisse de rognon de veau, qu'on fait mijoter pendant 5 heures. Oui. Et en plus, avant de le manger, il faut aussi le faire chauffer pendant 2-3 heures. D'accord. Voilà. Eh ben, tu sais quoi, finalement, quand les Français disent que les Anglais sont bizarres, ils n'ont pas tort. Hein. Mais en tout cas, j'ai hâte de le goûter. Pour savourer vous aussi le pudding de Martine sans traverser la Manche, il vous faudra 250 g de mie de pain de campagne rassis, 250 g de farine, plus une poignée, 250 g de vergeoise blonde et 250 g de graisse de rognon de veau coupée en petits dés. Comptez aussi 7 œufs, 750 g de raisins secs, 75 centilitres de rhum, une demi-tasse à café de lait entier, 50 g de beurre doux et 300 g de fruits confits. N'oubliez pas les épices, muscade, cannelle, 4 épices et un citron non traité. Pour la sauce rhum caramel qui l'accompagnera, 80 g de beurre, 40 g de farine, 50 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de rhum ambré et 200 g de sucre roux. La tradition veut que l'on prépare ce pudding le dimanche qui précède l'Avent, appelé Stir-up Sunday en anglais. Le gâteau repose ainsi 5 semaines avant Noël. Martine, prévoyante, a eu la gentillesse d'en préparer un il y a quelques semaines. Oh, et Martine, championne du monde du démoulage. Là, il faut découper un petit cratère Ah bon? et ensuite mettre des morceaux de sucre autour.
C'est les vapeurs du rhum. C'est étrange comme recette quand même. Tu vois, c'est pas courant quoi. Il y a un côté chamanique. Ah ouais, c'est ça, ouais. Les chamans. Il ne reste plus qu'à flamber notre gâteau, tâche qui incombe à Renaud. Ah, mais en fait, je pense que le sucre alimente, non, le Ouais, feu. tout à du fait, coup. tout à fait. C'est beau. C'est magnifique. C'est Magnifique. Noël avant l'heure. Donc c'est maintenant qu'on peut faire un vœu. Ah, un Voilà. vœu. Tu as le droit de faire un vœu. Qu'est-ce que je peux faire comme vœu? Ça y est, c'est fait. C'est le moment ou jamais. Hop, voilà, ça y est. Christmas with its trees and windows. all Magnifique. Quand je pense que j'ai participé à la confection de cet incroyable dessert, C'est pas donné à tout le monde. Hein. je suis très flattée. Il est spongieux. Tout à En fait, fait. c'est une éponge à Rome. À Rome, voilà. Et il ne faut pas oublier la sauce. C'est très bon. Ça va, c'est pas... On sent le rhum, mais c'est vrai que ça va. Parce que c'est quand même très savoureux par ailleurs, notamment le goût des fruits confits, puis le côté très caramélisé en fait du sucre déjà. Moi, c'est le genre de dessert que j'adore. Et toi, ça te rappelle des souvenirs alors quand tu manges ce dessert? Ça me fait penser aux grandes réunions de famille, tout le monde est ensemble, c'est un moment qu'on partage, voilà, c'est du plaisir, du bonheur, voilà. Un gâteau au parfum d'originalité, si cher aux British, mais que je ne suis pas prêt de refaire de sitôt. Alors on parlait de la baguette tout à l'heure et on va s'intéresser à présent aux boulangeries. On estime entre 10 et 12 millions le nombre de Français qui vont chaque jour acheter leur pain en boulangerie, en tout cas c'est mon cas. Et si pour la plupart ils trouvent assez facilement une boulangerie au coin de leur rue, pour d'autres, eh bien, il faut parcourir parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Dans certaines régions françaises, on compte même par dizaines les boulangeries qui ont fermé ces dernières années. Alors pour remédier à cela, quelques boulangers ont repris l'idée de l'itinérance pour fournir en pain et surtout maintenir finalement le lien social indispensable qu'assure en général la boulangerie du village. C'est le cas de Daniel et Fanny Moreno à Étable, en Ardèche. Installé depuis 4 ans, ce couple a repris l'unique boulangerie du village et des alentours. Quand nous on a repris, on savait que ça faisait épicerie, tout ça. Et nous, c'est aussi ce qui nous intéressait parce que c'est vrai que, enfin voilà, c'est pas que le côté travail, c'est aussi le côté social. On est là aussi pour dépanner un peu les gens. Et donc le prédécesseur faisait déjà des tournées, donc nous on a continué. 3 fois par semaine, Fanny fait le tour des hameaux et villages avoisinants pour fournir en pain une centaine de clients. Allez, go. Pour le distribuer, elle est accompagnée de son papa. Quand on a repris la boulangerie, c'est moi qui m'occupais de la tournée. Et en fait, après, je suis tombée enceinte. Et du coup, j'ai formé mon papa qui était à la retraite. Donc je l'ai embauché. Et après, j'ai continué avec lui parce que je trouvais que c'était sympa. Quand j'étais sur la route. C'est un sacré boulot. C'est parti pour 35 km de petites routes et plus d'une trentaine d'arrêts. Une tournée bien rodée et cadencée pour livrer les pains et viennoiseries si attendus. Alors, 3 flûtes, 3 baguettes. Ça fait 6,12 €, s'il vous plaît. Si Fanny ne venait pas livrer le pain, on serait peut-être bien embêtés parce que ça nous rend bien servi. Ce sont des jeunes et c'est très bien en plus qu'ils aient repris le magasin et tout. Merci. Au revoir. Au revoir. Je trouve ça c'est valorisant du coup de dire qu'on est important pour les gens, mais je leur amène que du pain en fait finalement, donc je fais pas non plus quelque chose pour moi d'exceptionnel en fait, je fais mon travail. Bonjour. Bonjour. Alors combien de pain aujourd'hui? 2 pains. T'es en forme, Jean-Claude? J'ai mal de partout. Ah oui? C'est le temps ça. Alors 2 gros pains. Et pour déposer les commandes des clients absents à leur arrivée, ils connaissent les habitudes et les cachettes de chacun. Bonjour. Je vous donne le programme, je viens pas pendant 2 semaines en tournée.
À la bonne heure, bon débarras. Mais dis donc, c'est pas gentil de me dire ça. Faut être sec. Vous n'êtes pas contente de me voir alors? Si, on en a besoin. Malheureusement, ça se perd de plus en plus, les itinérants. En tout. 10 ans, je suis peut-être pas rentable non plus. Hein. Porter pour 1 euro une baguette 5 km, je ne sais pas pour vous comment c'est intéressant. Mais il faut voir aussi le prix, le coût. À bientôt, au revoir. Là, on est presque à 80 €. Donc, ça bien une bonne tournée. C'est sympa. Comment vas-tu, Maurice? Moi, c'est pas la forme. Oh. Des kilomètres parcourus, autant de discussions improvisées sur des places de village et de pain et viennoiseries vendus. Dans 2 jours, ils reprendront le volant avec toujours le même plaisir à rendre service. Nous aurons peut-être le plaisir de les croiser avec Micheline. J'entre à pieds joints dans mon bain de pensée. J'ai pris le temps de mouiller mon savon parfumé. Direction la Bretagne, on va préparer l'un des plats probablement les plus emblématiques de la région. Ceux qui sont venus ici doivent le connaître. Il s'agit du kiga farce. Ça veut dire littéralement viande et farce. La viande en général, c'est du porc ou du bœuf. Et la farce, eh bien, c'est ce fameux fard breton que l'on peut cuisiner salé ou sucré, de froment ou de sarrasin. J'ai rendez-vous, moi, avec Betty, qui, il me semble, marie les 2 farines dans sa potée. Elle nous attend, pas très loin de Saint-Renan. Et d'ailleurs, la potée de Saint-Renan, enfin, pardon, le kiga farce de Saint-Renan est, paraît-il, très réputé. Entre toi et moi, ça m'éclabousse, pousse, comme de la soie. Ce kiga farce peut être considéré comme une variante bretonne de la mique réalisée un peu plus tôt par notre amie Yvette, avec de la farine de froment et de la farine au blé noir, bien évidemment. Bonjour Betty. Bonjour Julie. Vous allez bien? Quel bel endroit, ben oui. Ça Bien va et vous? voyager? Ben oui, absolument. Ce moulin à eau, datant de la première partie du 19e siècle et transformé par la suite en minoterie, a été entièrement restauré par l'époux de Betty, architecte de métier. Donc voici. Quel endroit exceptionnel. Vous avez beaucoup d'amis? Oui. Beaucoup d'enfants aussi? Beaucoup d'enfants. J'ai 6 enfants. Donc vous avez l'habitude des grandes tablées, des plats familiaux. Tout à fait, de cuisiner. Dont le J'adore kiga ça. farce, j'imagine, Dont le qui en kiga fait farce. partie. Tous les 3 semaines, l'hiver, j'en fais un. Qui dit kig, dit viande. Le plat mélange de belles pièces de bœuf et de porc. Nous nous occupons en premier lieu du bœuf, du jarret et du paleron mis dans de l'eau froide. Betty y ajoute un oignon piqué de clous de girofle. Puis nous nous attelons à la préparation des fards, dont la particularité est d'être cuits dans des sacs. On va mouiller la toile de façon à ce que ce soit plus facile après pour le démouler. Et on va mettre la pâte dedans. D'accord, donc c'est un sac qui est spécifique pour ça, qui est fabriqué pour ça. Spécifique pour ça. On débute par la confection du premier fard, le noir à la farine de sarrasin. On y intègre 2 œufs du poulailler. Il est enrichi de beurre et de crème, puis battu au fouet tout en y ajoutant progressivement le lait entier, cru si possible, jusqu'à obtention d'une pâte relativement plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Et ensuite, alors notre petit baluchon. Voilà, Comment on ça met se comme ferme? ça. Et il faut laisser une petite poche d'air parce que ça va gonfler. Ah d'accord, ben oui, forcément, avec les œufs. Pardon. Hop. On met ça dans l'eau en ébullition. Tout et à on fait. laisse combien de temps? Il faut que ça cuise entre 1h30 et 2 heures. Soit le même temps de cuisson que pour le porc. Aussi, il est temps d'ajouter le jarret et la poitrine de micelle. C'est au tour du fard blanc à la farine de froment d'être préparé avec du sucre, 4 œufs, du beurre et du lait. Rebelote dans le sac. L'affaire est dans le sac, le phare est dans le sac. Attention, j'arrive. Oh là là. Voilà, il faut vraiment être 2, hein. Oui. Et alors, toutes ces recettes, qui est-ce qui vous les a transmises? C'est ma belle-maman. La belle-maman? Oui, qui m'a appris à faire le kiga farce, à cuisiner très très bien. On peut pas se dire bretonne et ne pas savoir faire le kiga farce, c'est ça, hein? Oui. Dites donc, vous faites bouillir à fond les ballons, là, hein? Oui, on va peut-être descendre maintenant. On recouvre On et j'ai recouvre. compris qu'on attendait 2 heures. Voilà. Enfin, 1h30, 2 heures. Tout à fait. Je vais noter la recette sur mon petit carnet, tiens.
Pour le gigafarce de Betty, nous avons besoin de 600 g de paleron et de 800 g de jarret de bœuf avec os, d'un oignon piqué de 4 clous de girofle, d'1 kg de jarret de porc et d'1 kg de poitrine de micelle. Pour le fard noir, 500 g de farine de sarrasin, 2 œufs, 125 g de beurre de micelle, 25 centilitres de crème liquide, 40 centilitres de lait entier. Et pour le fard blanc, 500 g de farine de froment, 60 g de beurre, 4 œufs, 100 g de sucre et 50 centilitres de lait entier. Les légumes sont ajoutés à la fin pour rester plus fermes et ne pas perdre leur saveur. Au total, il faudra 3 heures de cuisson pour la viande de bœuf et 2 heures pour la viande de porc et les fards. Alors ça, c'est pourquoi? On va faire la sauce pour accompagner la viande. Ça s'appelle le lipic. Alors, des échalotes. Des échalotes. Et vous les émincez à la mandoline, c'est pas bête ça? Oui, donc on va les mettre à fondre et on va mettre des petits morceaux de beurre. Comme ça? Voilà. Et puis un autre encore. Ah bon? Oui, oui. Un petit morceau de 60 grammes, quoi. Voilà. Le beurre, il est pas salé. On sale, on poivre et dès que le beurre est fondu, on ajoute quelques louches de bouillon. Puis on laisse le lipic réduire doucement. Oh là là, le plat du roi. Hey. C'est autour d'une belle tablée d'amis que Betty sert son gigafarce. Et donc ici, ça va être la façon brusunoc. Et tu le casses toujours comme ça? Comme ça. C'est brusunoc, ça veut dire ça. Ça veut dire. Brusunoc, c'est brisé. Brusunoc, c'est brujune, mais c'est en miettes brisées. Tout à fait. Ah, donc en fait, le blanc sucré se découpe en tranches. et ça, tu le mets en petites miettes. Voilà. C'est drôle parce que ce fard de sarrasin émietté, on a un peu l'impression de manger une sorte de graine de couscous complète. Il y a de ça parce que finalement ça revient à une graine. Donc on est un peu dans le même esprit avec la sauce. C'est bon. Cette recette met à l'honneur l'ingrédient principal et déterminant de toute bonne miche, la farine. C'est sur la qualité de la céréale, que ce soit le blé, le sarrasin ou encore l'épeautre, que repose celle du pain. Et ce n'est pas notre prochaine rencontre qui va me contredire. Allez, on va traverser la France pour rejoindre le département de l'Aude, à l'entrée des Pyrénées, direction Cucugnan, au pied du château Cathare de Quéribus. On va s'y rendre pour rencontrer un boulanger pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'appelle Roland Feuillasse, il s'est installé là-bas en 2004. Pour lui, le plus important, c'est que le pain soit un aliment de vie, un aliment qui nous apporte tous les nutriments qu'il apportait dans les temps anciens. Et pour ceux qui auraient lu les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, vous vous souvenez forcément du curé de Cucugnan. Alors là, c'est le boulanger de Cucugnan, et vous allez voir qu'avec le pain de Roland, on ne va pas en enfer, on va directement au paradis. Le ciel est plein de voix, la nuit est parfumée, ah quel parfum subtil. Odeur de feu de bois, douce odeur de fumée, odeur du mois d'avril. On sent que bientôt c'est la fête, la jolie fête du printemps qui fleurit par-dessus nos têtes. Le ciel. Bonjour Roland. Bonjour. Ah, ça sent déjà bon. Merci. Alors en fait, c'est le fournil, le four et en même temps la boulangerie, la boutique. Oui, il y a tout là, ici. Là, voilà. On a nos propres semences, on a nos propres champs, on a nos propres moulins et puis notre fournil. C'est quasiment unique, non? À votre échelle? C'est pas unique parce qu'on a en France tout un réseau de ce qu'on appelle de paysans boulangers et quelques Olibrius dont j'ai la chance de faire partie qui s'évertuent à retrouver ces vieilles variétés, quoi. En passionné et connaisseur, Roland m'a préparé un cadeau. Un pain qui remonte à l'Antiquité, une variété que l'on appelle engrain ou plus communément petit épeautre. Là, on est 8000 ans en arrière. Voilà. C'est-à-dire avec du blé qui poussait il y a 8000 ans? Oui, à peu près. À peu près. Voilà. Ça, c'est le premier blé que l'homme domestique au néolithique supérieur, il y a 10 000 ans. C'est ça, voilà. D'accord. Donc là, c'est 100% en grain? Là, 100%, oui. Ah oui, mais moi, j'étais persuadée que c'était pas panifiable. Mais vous allez voir. On voit qu'on a très peu de gluten. Hein. Ça tient difficilement. Voilà. Et alors là, juste on le prend comme ça, là, et on fait une tulipe. Voilà, on fait une tulipe. Et cette tulipe, on la met à la tête en bas. D'accord. Ouais, voilà. j'y vais, je me tente. C'est de la colle, hein? Ah oui, c'est de la colle.
Ah non, mais ça pourrait faire un bon mortier si vous voulez construire un nouveau bâtiment. Voilà, tac. Hop, et là, c'est là Voilà. où, c'est là où. Là, et là, C'est juste là où à tout la se joue. rassembler. Hop, Voilà, hop, et hop, hop, hop. voilà. Eh, je vais C'est peut-être bon. me mettre au rugby. C'est tout bon. Voilà. La D'accord. grosse particularité, c'est qu'on est sur la seule et unique céréale au monde qui a les 20 acides aminés. Voilà, la totalité. C'est vrai que normalement, enfin, j'ai toujours entendu dire qu'il n'y avait aucun aliment complet, qu'il fallait une combinaison C'est l'aliment d'aliments complet. pour Et avoir- c'est l'origine du blé, le premier blé que l'homme domestique. C'est quand même bouleversant, quoi. Roland couvre alors ses pâtons avec un linge en lin comme des bébés pour les laisser pousser. Le temps pour lui d'amener son four à la bonne température, 260 degrés. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va enfourner à 260, mais on défournera peut-être à 210. On va perdre 50 degrés pendant la cuisson. Et ça contribue Et ça contribue énormément favoriser aux quoi qualités du pain. On a plus une cuisson à la vapeur qu'une cuisson à la chaleur, en fait. D'accord, oui, Voilà. oui, de par la présence de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, il va y avoir beaucoup d'eau là-dedans. On y va. Et l'engrais, on n'y touche pas. On le scripte pas. Non, ils partent dans le sale. Les gluten sont tellement lâches qu'ils vont s'auto-écarter, ça va se faire tout seul. Mais comment expliques-tu que cet aliment, entre guillemets, parfait, soit si peu connu, si peu répandu? Aujourd'hui, on est en quête de produits Oui, mais louables pour notre santé. Quand on arrive à récolter sur 1 hectare de terre, qui sont des terres beaucoup plus difficiles à travailler qu'en plaine, etc., pour avoir cet engrais-là, quand on arrive à récolter 6, 8, 10 quintaux sur 1 hectare, on est content. Question de productivité, Voilà, quoi, alors c'est que dans la Beauce, aujourd'hui, on sort 80, 100, 120 quintaux avec 1 hectare et avec une mécanisation extrêmement performante. Là, la mécanisation, il va falloir faire très attention. On a des tout petits épis, tout frêles. Ah, je crois qu'il y a des clients là. Bonjour. Bonjour. Je viens pour du pain. Il est dans le four. On a traîné, on a discuté. C'est ma faute. Il y a c'est pas déjà grave, on va 10 minutes, attendre. un quart d'heure qu'il y Vous allez est. attendre le pain une demi-heure? Oui, bah, je viens de Perpignan, donc c'est pas un problème. Hein. Vous faites 40 km pour acheter du pain et oui, en plus oui, vous attendez une bah, demi-heure. Toutes les 2 semaines, je viens chercher du pain. Oui, bien Et il sûr. se conserve bien ce Très pain? bien, oui, magnifique. Oui. Si je fais 40 km, c'est pas Ah ben, pour- j'imagine. en plus, Et j'en vous, prends vous pour venez les voir amis. aussi? Encore un peu plus loin. Et j'ai le pique-nique qui attend. Mais attends, c'est des sans le figurants. pain. C'est des Sans le figurants. pain. Non, on les a appelés hier. Alors, si vous pouviez venir demain quand il y a Julie. 30 minutes plus tard, c'est l'heure de la fournée, un moment sacré pour Roland qui écoute son pain comme on écoute une musique. Ah oui, c'est fou. Là, il y a vraiment un côté beurré, toasté, Ah ouais, tartiné. Franchement, si ça vous donne pas envie de croquer dedans, j'ai rien compris. Hein. Tu vas venir Dis-moi. mettre ton oreille. Ouais. Sur le pain? Il doit te parler. Ah oui. Ah, c'est fou, il crépite. Ça crépite. Un pain qui chante, des clients heureux qui font des kilomètres et un boulanger paysan et philosophe jusqu'au bout des ongles. Moi, je n'ai pas fait le voyage pour rien. À la prochaine. Merci, au revoir. Vraiment, rien qu'à la couleur, déjà, ça me parle. Ça, c'est ma curiosité. Donc là, on est sur les rives sud du Mont Ventoux. On est à 1200 mètres d'altitude. Mais là, on a vraiment quelque chose qui Est-ce que est c'est particulièrement bien fait, gourmand, quoi. ça. On a l'impression qu'on a le beurre avec le pain, mais il y a un côté un peu maïs, fruits secs. Oh, c'est étonnant, ça. Je quitte Roland, éclairé sur cet aliment millénaire qui a traversé les époques et les contrées. Pour terminer ce périple, je pars à la rencontre de 2 chefs, également passionnés et inspirés par le sujet. Petit détour maintenant par l'Île-de-France. Nous allons aller à la rencontre d'un chef plutôt médiatisé puisqu'il a gagné il n'y a pas très longtemps un célèbre concours de cuisine qui a fait sa réputation. Il s'appelle Jean Humbert. Jean Humbert est allé retrouver dans le livre d'histoire les us et coutumes autour du pain, notamment au Moyen-Âge, et il s'est rendu compte qu'à cette époque, le repas était servi sur une large tranche de pain. Alors il s'est inspiré de cette pratique et avec son ami le célèbre boulanger Éric Kayser, il a mis au point la recette des bols de Jean. C'est un pain au levain en forme de bol. Vous allez voir, c'est une super idée et en plus, c'est écologique. À première vue, le concept paraît simple. Un pain évidé, sorte de pain surprise, avec ou sans gluten, toasté à la salamandre et dont le chapeau est poêlé à l'huile d'olive. Il n'était pourtant pas évident de trouver la texture parfaite de ce bol comestible.
Le plus dur, c'était de créer le pain. C'est vrai que ça a pris très longtemps. On a essayé avec du pain baguette, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comme la farine à baguette, on va dire, c'était beaucoup plus croustillant, mais c'était plus dur à manger. Donc on est passé sur un pain plus brioché. Puis finalement, c'était trop moelleux. Donc là, on a fait une espèce d'intermédiaire parce qu'il faut quand même qu'il soit hermétique, le pain. Si la recette demeure secrète, le levain naturel participe assurément à l'arôme acidulé. Il sert à lever la pâte à pain et se compose d'un mélange de farine et d'eau ayant fermenté grâce à la réaction des ferments et des bactéries présentes dans l'air. Ce fut longtemps la seule manière de faire lever le pain. Et pour la garniture, composée de produits bio, le jeune chef aime s'inspirer de sa région d'enfance. Mon grand-père venait de Bretagne, moi j'ai passé tous mes week-ends là-bas, donc oui, il y a quand même un lien avec déjà les producteurs. Là, en ce moment, on est sur le chou-fleur, par exemple. Tous les jours, j'en reçois 5-6 ici d'un champ bio à côté de Saint-Malo. Et puis les pêcheurs aussi, les Saint-Jacques, là, qu'on est en train de... Là, elle va poêler, il y a 2 Saint-Jacques, j'ai vu, là, vous voyez, 2 bols de Bretagne, il est même appelé bol de Bretagne, alors vous voyez. Côté salle, il y a 2 écoles, ceux qui ne voient dans le bol qu'un contenant et ceux qui n'en font qu'une bouchée. Voilà, c'est délicieux. Et Jean Humbert a pensé à tout, puisqu'avec la mie de ses pains, il confectionne des pains perdus et des puddings. Une belle façon de remettre le pain au centre de la table. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris. Alors avant de se quitter, vous le savez, chaque semaine, on rencontre un chef. Le chef nous donne une recette étonnante, mais une recette qu'on peut aussi faire chez soi. Et là, c'est une recette toute simple, concoctée par Pascal Barbeau dans son restaurant triplement étoilé, l'Astrance, à Paris. Il cuisine en amuse-bouche une soupe de pain grillé ou de pain brûlé. Et c'est, paraît-il, rudement bon. Grand voyageur, Pascal Barbeau a pour habitude de nourrir sa cuisine de produits et de saveurs exotiques. Mais pour cette mise en bouche, il est retourné aux sources. En fait, j'avais vraiment envie de retranscrire les souvenirs d'enfance sur l'Auvergne. J'avais envie de mettre le pain en avant. Et plus particulièrement un bon pain au levain coupé en tranches bien épaisses. Donc visuellement, on est sur un pain presque brûlé. Je l'appelle la soupe au pain brûlé en fait. Et je l'ai fait infuser ici. J'ai un bouillon de volaille. Dans lequel il rajoute de la poitrine fumée pour accentuer cette note grillée. Donc les tranches de pain, on va les mettre à réhydrater et un petit peu de lait. Le pain dans la cuisine très souvent, il va être utilisé pour une farce, pour apporter un petit peu de tenue sur une chapelure, sur des moules légèrement gratinés. Comme on va faire une volaille farcie, on va mettre des dés de pain un petit peu. Mais là, c'est pas l'idée. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre le pain en avant. Donc le pain représente plus de 50% de la recette. Donc l'infusion va être terminée. Et maintenant, on va le mixer. Donc très important, l'assaisonnement. Le petit secret, c'est un cornichon ou 2, un petit peu de moutarde. Donc volontairement, la moutarde, je la mets hors du feu pour ne pas la cuire. Et un petit peu de vinaigre de cornichon. Un tout petit peu de fleur de sel, parce que le lard est déjà un petit peu salé. Et c'est parti. Donc voilà, on l'a mixé pendant simplement quelques minutes et j'ai envie de garder le côté un petit peu rustique, pas forcément très lisse, passée au chinois. On va la laisser comme ça intacte et sachant qu'elle va réagir un petit peu dans le temps, elle va gonfler parce que le pain va encore réhydrater et elle va épaissir dans les 10-15 minutes qui vont suivre. Super bon. Avant de dresser la soupe, Pascal l'a fait mousser afin de lui donner une texture aérée. Donc c'est facile d'imaginer le goût avec ces notes un petit peu fermentées, un peu café au lait, grillé, le lard. Une fois, on a un client qui nous a dit « ça me fait penser au croque-monsieur ». Il avait complètement raison. C'est des notes un petit peu confortables, rassurantes. On aime tous le croque-monsieur.
finaliser l'assaisonnement avec quelques petites miettes de pain grillé dessus. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de mettre la mie de pain, la croûte du pain en avant, le travail du boulanger, son levain, des notes fermentées, des notes très torréfiées. Voilà, donc c'est prêt à déguster. Amuse-toi, Julie. Bon app. Merci Pascal, c'est un joli cadeau. Et c'est vrai qu'on imagine derrière cette recette toute la tradition des bonnes soupes rustiques d'Auvergne. En tout cas, c'est un bel hommage à cette région. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, quoi qu'il en soit, je vais la refaire cette recette, ça c'est sûr. Et puis de votre côté, n'hésitez pas, mettez-vous au fourneau, créez, échangez, cuisinez. C'est aussi une belle manière de raconter des histoires finalement, de faire la cuisine. Salut, à bientôt dans nos carnets.